kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, avec vous autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Oui, c'est plutôt arrivederci ce matin. Vous allez voir pourquoi. Un au revoir en italien. Oui. Axel de Tarlé nous parle économie. Alexandre Cara va nous donner les dernières nouvelles de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas d'accord. Et Anne Le Gall va innover. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence donc avec vous, Axel de Tarlé, le modèle allemand, ce fameux modèle allemand que vous nous vantez sur Europe 1 depuis une quarantaine d'années. Eh bien, il est sur la sellette. Après l'affaire Volkswagen, la première banque allemande, la Deutsche Bank, affiche des pertes gigantesques, le tout sur fond de chute des exportations. Ça va pas. Hein. Eh bien oui, parce que ce fameux modèle allemand dont je parle, soi-disant depuis 40 ans, il a deux piliers très forts, c'est la force de ses entreprises et la force de ses exportations. Eh bien, ces deux piliers sont en train de se lézarder. Alors, les entreprises, bien sûr, il y a eu Volkswagen, mais il y a maintenant la première banque allemande, la Deutsche Bank, qui a annoncé hier plus de 6 milliards de pertes, tout simplement parce qu'un peu comme Volkswagen d'ailleurs, cette banque notamment a fauté, elle a des problèmes judiciaires, elle s'est retrouvée mêlée à plusieurs scandales de manipulation de taux d'intérêt, je ne sais pas si vous vous souvenez, le scandale du Libor, etc. Il y a eu du scandale aussi de devises, de matières premières, etc. Quant aux exportations, on l'a appris hier, elles ont chuté de plus de 5%. L'Allemagne vient de connaître son plus fort recul des exportations depuis 6 ans, depuis 2009. Alors vous avez sans doute une explication, mon cher Axel. Alors, c'est moins solide que ce qu'on dit, l'Allemagne. Eh bien, on va dire que l'Allemagne est victime de son succès. Vous savez, l'Allemagne exporte beaucoup. Le problème, quand vous exportez beaucoup, c'est que si vos clients vont moins bien, comme c'est le cas actuellement, la Chine ralentit, bah forcément, vous exportez moins. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait que l'Allemagne soit plus autonome, soit moins dépendante de l'extérieur et plus une économie qui repose sur la consommation intérieure. Et puis, quant à la puissance de ces entreprises, eh bien là, c'est le syndrome classique de l'entreprise leader qui devient trop sûre d'elle-même, un peu arrogante. Vous savez, les langues sont en train de se délier chez Volkswagen. On dit qu'il y régnait une ambiance de Corée du Nord avec un patron tout puissant que personne n'osait contester. C'est l'image de la boîte modèle, hein, Volkswagen. Et l'image de la cogestion qui en prend un coup. En fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas tellement de dialogue. Le patron régnait sans contre-pouvoir. Et c'est là où on commet des bêtises quand on est trop sûr de soi. Alors, je ne vais pas dire que c'est la fin de ce fameux modèle allemand, mais enfin, vous voyez, il montre ses faiblesses. Bon, ça va pas fort en Allemagne, ça va pas fort non plus. C'est Auf Wiedersehen. C'est bien parce qu'il nous commente chaque actualité avec la langue originale, version originale italienne. Donc à présent pour vous, Alex Taylor, puisque le maire de Rome a démissionné hier soir. Oui, le fameux Ignazio Marino. Alors officiellement pour une affaire de dépenses pour des repas officiels, mais la Repubblica, le journal, l'a traqué. Il prétendait avoir dîné avec un représentant de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, mais en fait, c'était plutôt avec son épouse, parce qu'on a questionné le serveur de restaurant. Alors, mercredi, il avait promis de rembourser 20 000 euros pour différents repas, et cet aveu lui a valu donc son suicidio politico hier soir. Suicide politique, donc, mais ce qu'il faut dire, Alex, c'est que les frais, c'était que la pointe émergée de l'iceberg, comme on dit. Oui, c'est surtout qu'il ne sait pas gérer sa ville depuis 2013, et des détritus partout, les pelouses ne sont pas tendues, et surtout l'affaire qu'on appelle Mafia Capitale, un scandale autour de contrats mafieux dans le bâtiment public. Il faut savoir, c'est la honte aussi, parce que le New York Times a comparé cet été la cité éternelle à une ville du troisième monde. Puis, rappelez-vous, il s'est attiré la foudre du pape la semaine dernière. Parce qu'il a combattu sans avoir été invité aux États-Unis. Donc, des centaines de Romains hier étaient devant le palais Campidoglio, sa belle résidence, exigeant le départ du Marziano, ce martien qui ne comprend rien du tout à sa ville. Oui, mais Alex, ça peut avoir des conséquences politiques, parce que pour Matteo Renzi, qui veut apparaître depuis longtemps comme le type irréprochable, c'est pas de la très bonne publicité. Surtout que Rome, ils sont de la même couleur politique. Le Parti démocrate centre-gauche, c'est un bastion donc du centre-gauche. Alors les candidats se bousculent évidemment dans les journaux, dans les coulisses depuis hier, mais Matteo Renzi a mis stop tout de suite à l'idée de primaire en disant c'est moi qui trancherai. Voilà. Alors après Axel, après Alex, c'est Alexandre pour la politique. Et avant Anne, c'est les 4A dans le kiosque le matin. Alexandre, vous nous apprenez ce matin qu'il n'y a pas que les primaires, il n'y a pas que les républicains qui pensent primaire, les socialistes aussi ont ça dans la tête. Ah, les socialistes, non, la gauche de Alexandre la gauche, tout le monde désormais veut sa primaire. Et dans quelques jours, un projet de primaire pour les partis de la gauche du PS va être dévoilé. Il a été imaginé par un proche de Cécile Duflot et par des gens du Parti communiste et du Front de gauche. Mais à quoi ça
sert une primaire de la gauche, et pour éviter la multiplication des petites candidatures comme à chaque présidentielle. Oui, c'est exactement ça, Thomas. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de candidatures à la gauche, et il s'agit aussi de créer une plus grande dynamique sur cet espace politique. Et puis il y a des arrière-pensées, évidemment. Cette primaire aurait un avantage, c'est qu'elle permettrait à happening médiatique, qui donnerait la possibilité à des candidats, notamment qui n'auraient pas les 500 signatures, d'apparaître dans cette présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, il va y aller ou pas alors? Alors la réponse est très simple, Axel. Non. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas de cette primaire parce que lui, il considère, avec sa fougue habituelle, que ce n'est pas un concours de casting. Selon lui, il faudrait choisir d'abord un programme commun avant de choisir un candidat, entre guillemets, sur sa gueule. Mais pourquoi refuser ce qui est après tout un bel exercice démocratique, la primaire? Tout simplement parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'en a pas besoin. Il pense qu'il n'y a pas de candidat sérieux aujourd'hui à lui opposer. Selon lui, les communistes ne sont pas en situation d'y aller et la gauche d'Europe Écologie viendra naturellement à lui, comme elle le fait lors de ses régionales. Alors franchement, pourquoi s'embarrasser d'une primaire? Alors, ce que vous nous dites, Alexandre Carras, c'est qu'il faut un Matteo Renzi à la française. C'est moi qui trancherai, c'est ça. Alors, pas de fond, en fait, à la gauche. Est-ce qu'il faut un Matteo Renzi à la française? C'est une question là qu'on va encore rechercher. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le casting qu'on nous annonce pour 2017, c'est quand même le même que celui de 2012. Donc, le Matteo Renzi, on le cherche toujours. Voilà. On embarque à présent avec Anne Le Gall, c'est l'heure de l'innovation. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Avec vous, Anne, on n'embarque pas n'importe où, on embarque dans l'avion du futur, carrément. Oui, et plus précisément dans des Airbus avec 2 brevets qui viennent d'être déposés pour transporter des passagers de façon superposée, mais dans des avions à un seul étage. C'est pour voyager en position assise ou allongée, ça? Alors, les 2 projets ont été brevetés. En position assise, certains passagers seraient assis au-dessus des autres, donc ils auraient les pieds au niveau de la tête du voisin de devant et les fesses au-dessus des genoux du voisin de derrière. C'est le dortoir, et en position allongée, alors là c'est le dortoir, ce serait des lits superposés cabines, donc avec équipés d'une télé, d'une lampe de lecture et bien sûr de ceintures de sécurité et d'airbags en cas de turbulence. Faut pas être claustrophobe, hein, non. Alors tout ça, ce serait pour la classe surtout, éco. moi je rentre déjà pas dans leurs sièges normaux. Alors. Et c'est crédible ou pas comme projet? Alors, pas forcément, parce qu'il y a 500 brevets qui sont déposés chaque année par Airbus. Évidemment, tous ne voient pas le jour. En revanche, Airbus a présenté cette semaine à ses salariés à Toulouse une quarantaine d'innovations qui préfigurent sans doute un peu mieux l'avion du futur, avec par exemple des puces électroniques pour contrôler la présence des gilets de sauvetage ou les consignes de sécurité, avec davantage de connexions sans fil pour gagner de la place et pour réduire le nombre de câbles électriques dans l'avion. Et puis, il y aurait aussi dans les chariots des hôtesses des poubelles pour compacter les déchets. Et tout ça, c'est du concret. Certaines de ces innovations sont déjà en test. En fait, c'est comme avec les prototypes des voitures. On a plein de projets et puis on essaye d'avancer, puis on prend petit à petit, ça arrive dans le quotidien. Ryanair avait le projet de faire voyager les gens debout. Oui, c'est vrai. On s'en souvient. Et de faire payer les toilettes aussi. Enfin, il a une idée farfelue par semaine pour faire parler de sa compagnie, en fait. Et ça marche puisqu'on en parle, tiens, de Ryanair. Merci les amis, à lundi pour le kiosque.